vais appeler nos invités. Carlos Gem, le patron de la division santé et équipement médical chez Samsung France. On peut l'applaudir, Carlos Gem, il arrive. Pierre Lagarde, Technical Evangelist en charge de la technologie HoloLens chez Microsoft. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Nicolas Gaume, aussi de chez Microsoft, directeur de la division Developer Experience, toujours en anglais. Bonjour Nicolas. Et Clément Gers, qui est médecin-chercheur, spécialiste de la santé publique au CHU de Bordeaux et à l'INSERM, et cofondateur de Acqui Health, et qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, sujet qu'on va largement aborder lors de cette table ronde. Alors, pour cette table ronde, on voulait vraiment essayer de titiller votre imagination, de vous faire rêver un petit peu aussi avec tous ces nouveaux outils dont on a un peu esquissé les usages dans les moments précédents de cette matinée. Je voulais commencer avec Carlos Gem de chez Samsung. On va parler de réalité virtuelle, on va parler de réalité augmentée, de réalité mixte, on va parler d'intelligence artificielle, voilà en gros le programme. On va commencer avec vous. Masque de réalité virtuelle, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est maintenant, ces espèces de casques de plongée qui vont permettre de s'immerger à 100% dans une vidéo ou dans un film. Alors vous avez sûrement vu cette photo là, qui va être une des photos probablement les plus marquantes du monde technologique pour l'année 2016. C'était incroyable, vous vous souvenez de ça ou pas? C'était au Mobile World Congress de Barcelone, le grand salon de la téléphonie mobile. Conférence de presse de Samsung, où ils présentent leur nouveau téléphone. Moi, j'étais dans la salle à ce moment-là. On nous demande, à nous tous, de mettre ces masques de réalité virtuelle où on nous montrait des choses extraordinaires, le nouveau téléphone sous toutes ses coutures, des parties de foot, on avait l'impression d'y être et tout, c'était génial. Et puis à un moment, on nous dit, bon, vous pouvez enlever les lunettes. On enlève les lunettes. Il y avait Mark Zuckerberg qui était sur scène. Personne ne l'avait vu venir. Il avait juste marché, il s'était baladé dans les allées du salon. Il aurait pu avoir un attentat ou je ne sais quoi. Et il était au milieu de tout le monde. Simplement, personne ne l'avait vu parce que tout le monde, il devait y avoir 1000 personnes dans la salle, tout le monde était les yeux scotchés sur ce masque de réalité virtuelle. C'est vrai que c'est extraordinaire. Ça montre bien à quel point ces outils sont immersifs aujourd'hui, au service du jeu vidéo. Évidemment, c'est une des utilisations, mais aussi dans le domaine de la santé, dans le domaine de la médecine, il y a des applications. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, Carlos? Oui, bonjour à tous. Donc en fait, on essaie d'utiliser chez Samsung tout notre savoir-faire dans le domaine du digital, aussi pour la santé. Pour la Gear VR, on a, grâce à certains partenariats, réussi à constituer une bibliothèque de contenu pour l'enseignement médical, donc à destination des étudiants en médecine, où l'étudiant va pouvoir, à n'importe quel moment, mettre son masque et revivre à 360 degrés, comme s'il était à la place du chirurgien, l'ensemble de la procédure chirurgicale. Alors, c'est intéressant dans une démarche d'enseignement, mais c'est également intéressant dans une démarche de formation continue, où vous avez un médecin qui doit faire une chirurgie particulière qu'il a peu l'habitude de faire. Il va pouvoir réviser sa procédure avec les différentes étapes, la position de l'anesthésiste, la position de l'ibode, de vraiment reconstituer et de resimuler avant son intervention grâce à cet outil de réalité virtuelle. Et lorsque vous y êtes, vous avez vraiment l'impression d'être le chirurgien. Il faut expliquer en fait comment ça se passe pour ceux qui n'auraient jamais essayé ces masques de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'image en fait bouge en même temps que vous. C'est-à-dire que où que vous regardiez, c'est comme si vous étiez dans la réalité. Exactement. Vraiment. Et là, on vient de lancer en fait la Gear 360, parce que la problématique pour l'enseignement médical, c'était la création de contenu. C'était un peu complexe. Donc on vient de lancer cette caméra qui est disponible pour le grand public, mais également dans le domaine de la santé. On met la Gear 360 sur le Cielitic et on constitue sa propre bibliothèque d'images, de films, dans le but d'enseigner. Et ça, c'est une bibliothèque globale. Alors, on parlait un peu à la iTunes, justement, à laquelle tout le monde a accès, ou alors c'est université par université, chacun crée ses contenus. C'est une fois que le contenu est créé, il est mis à disposition de tout le monde. Comment est-ce que ça se passe? Alors, il y a une plateforme de mise à disposition de films basiques, mais ensuite, chaque établissement va créer son contenu. On a la chance d'avoir été retenu par une IHA pour les 3 prochaines années dans une forme un peu innovante de fourniture de dispositifs médicaux où on vend de la prestation de services. Ouais. Et dans le paquet de solutions que l'on va mettre à disposition des établissements, on a aujourd'hui du e-learning, de la simulation virtuelle et du serious game.
Et donc, on va utiliser, alors on est accompagné dans ce projet par Interactive Healthcare, on va dans ce projet mettre à disposition des étudiants toutes ces technologies innovantes, parce que la vraie problématique aujourd'hui dans le monde hospitalier, c'est la formation continue. C'est une problématique pour les enseignants, et c'est aussi une vraie problématique pour l'industriel. Moi, je suis face à un turnover très important des médecins lorsque je fournis les équipements médicaux. Et ces outils de simulation, d'enseignement continu vont me permettre d'éviter d'envoyer du personnel formé en continu ces médecins. Ces personnes seront formées sur des outils de simulation virtuelle. Et puis, c'est pas seulement de la formation, parce qu'il y a aussi un outil, on va dire, je pourrais dire d'échauffement pour le chirurgien qui va pouvoir, avant une opération très spécifique, répéter le geste. Ça aussi, c'est une possibilité. En tout cas, c'est l'objectif. Il y a des projets. Alors, à l'hôpital européen Georges Pompidou, il y a une véritable dynamique sur ce sujet. En gynécologie, à la Croix-Rousse, à Lyon, ils ont également cette démarche où en fait, ils veulent entraîner absolument les chirurgiens sur toutes les différentes étapes de la procédure chirurgicale. Donc, ça sera un passage obligé. C'est-à-dire que ce sera pas optionnel pour les médecins. Et l'état d'esprit, alors on en parlait tout à l'heure avec les professeurs Grandry et Stassini, comment est-ce que les médecins voient ces nouveaux outils quand ils vous voient arriver? Alors attendez, on a un truc à vous proposer, là c'est des masques de réalité virtuelle. Ils vous prennent pour des fous, ou alors ils sont très enthousiastes, c'est déjà installé dans les usages, ou c'est en train de s'installer? Alors vous avez des établissements qui sont plus dynamiques que d'autres, donc qui ont déjà mis en place des outils innovants comme celui-là. Vous avez l'Université Paris-Descartes, en particulier, qui a développé ses propres outils de serious game et de simulation virtuelle. Mais vous avez pas mal d'établissements universitaires et d'établissements généraux qui souhaitent avoir accès à ces technologies, qui ne l'ont pas, et qui voient d'un bon œil l'arrivée de ce type de prestation de service. Parce que c'est vraiment de la prestation de service. Ah oui, absolument, absolument. Alors, on a parlé de la réalité virtuelle. On va essayer de faire la différence. Réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Alors, c'est 3 concepts. En gros, réalité virtuelle, c'est je mets le masque et je suis dans un monde complètement virtuel, même si quand je me balade, j'ai l'impression de me balader dans ce monde virtuel. Réalité augmentée, c'est on va juxtaposer, on va superposer à ma vision des éléments virtuels. C'est ça le principe. Je me trompe pas, je parle sous votre contrôle, Nicolas. Absolument. C'est ça. Et réalité mixte. C'est un peu comme Google Glass. C'est un peu comme Google Glass. Voilà, c'est le principe. C'est ce que fait Google Glass. C'est ce que fait Google Glass. Et alors, vous arrivez avec un nouvel objet. Alors, on va quand même, on va dire, petit exclu quand même, c'est pas rien. On va vous montrer un objet là qui n'a, je crois, jamais été montré en France, en tout cas hors d'un environnement Microsoft pur, qui est un objet qui s'appelle l'HoloLens. C'est vrai que moi j'ai juste vu les vidéos pour l'instant, j'ai jamais vu fonctionner en vrai, mais c'est une technologie qui m'a plutôt bluffé pour l'instant. Et on parle là de lunettes ou d'outils de réalité mixte. Alors en quoi ça consiste exactement? En fait, la réalité mixte, c'est qu'on a inséré des objets en 3 dimensions virtuelles dans un environnement réel. Donc l'utilisateur voit le monde tel qu'il est et on y ajoute des choses qui sont virtuelles. HoloLens reprend toutes les technologies que Microsoft a développées dans la compréhension de l'environnement, notamment pour ceux qui peuvent s'intéresser aux jeux vidéo dans la salle, la technologie Kinect qui avait équipé les Xbox. Donc de manière permanente, l'appareil scanne l'environnement et le modélise. Et après, on utilise toutes les technologies pour enrichir l'essence d'images et d'objets qui n'existent pas, mais qui vont aussi vivre et réagir à la réalité changeante de l'environnement. Vous posez un objet virtuel sur une table, vous bougez la table, vous allumez la lumière, l'objet va être éclairé différemment, va tomber. On va regarder une petite vidéo de démo et ensuite on va faire une présentation avec les lunettes. We've been teaching human anatomy the same way for 100 years. Students get a cadaver, then they look at medical illustrations, and it's completely two-dimensional, and the human body isn't. Microsoft HoloLens is a holographic computer that you wear. It enables you to bring your digital world into your real world. At Case Western Reserve University, we are focused on solving problems and creating new knowledge. My job is to teach, and I really think this could impact almost everything that we teach people. With HoloLens, you can see the muscles on top of the skeleton all at the same time. You can bring them in and out and exactly understand where things sit. You can take any anatomical part and show any of it. You can move it around, you can make it kind of translucent so you can see through the outside, and that really helped me understand how cardiac anatomy worked.
I actually had a moment where I found the aortic valve, and it was the first time that I'd actually seen the aortic valve in relation to all the other anatomical structures. You know, it was a way of seeing it that you couldn't do with an actual heart. I think this will improve students' confidence in learning anatomy dramatically. By creating simulations with the HoloLens that lets them have an experience where they can fail, that would be the best way to learn because we don't allow people to fail too much in real-life medicine. With HoloLens, you could imagine having a class standing around a model, almost like a tour group in a museum, where they're all interacting completely naturally. I spend a huge amount of time to make sure they become the best professionals because it's all of our jobs to make the world a better place. Waouh, bon. Non mais c'est vrai que c'est une technologie très innovante. scotchant. Microsoft investit énormément dans cette technologie depuis plusieurs années. Elle sera vraiment opérationnelle dans plusieurs années. On a énormément de choses encore à affiner. Une chose qu'on n'a pas dite mais qui est importante, donc c'est un appareil autonome, c'est-à-dire que c'est pas un périphérique, c'est vraiment un ordinateur à part entière. On en voit évidemment beaucoup d'usages, autant des usages professionnels que des usages grand public. Mais effectivement, dans le domaine de la santé, ça a été assez rapidement un scénario d'usage qui a été important. Enfin, c'est très spectaculaire, vraiment. Alors après, on se méfie toujours des vidéos de démonstration. C'est parce que vous êtes journaliste. Ah voilà, oui, mais j'en ai eu tellement. Une fois que vous recevez le produit, après, ah oui, d'accord, c'est pas exactement pareil. Mais on va faire une démo là en vrai. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte. Je vais être obligé de te faire une présentation, une démo après la présentation. Ah mais ce sera avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc on va tester. Alors, on va tester justement, c'est important de le dire, c'est un appareil qui est autonome par rapport à tout ce qu'on a aujourd'hui. Souvent, c'est connecté à un ordinateur, c'est connecté avec un fil, c'est connecté à un téléphone. Là, on a un ordinateur sur la tête. C'est complètement autonome. Les capteurs sont directement connectés à une unité centrale qui se trouve sur les lunettes. Et tout est traité directement, est affiché avec des glaces transparentes. Donc la très grosse différence, c'est que l'utilisateur voit l'environnement physique tel qu'on le voit tous les jours, sauf qu'on va l'augmenter grâce à ces écrans transparents qui vont lui rajouter des éléments sur les éléments physiques. Donc évidemment, pour vous faire partager ce que voit un utilisateur d'HoloLens, c'est compliqué parce qu'il faudrait que je vous fasse tous tester, même si je pense que vous avez tous envie de le tester. Mais comme dans la conférence de presse Samsung, il fallait organiser ça. Je ne sais pas ce qu'on attend. Mais on aurait vu Satya Nadella arriver sur scène. Ah ouais, là ça aurait été classe. Ça aurait été pas mal. Et donc, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est que grâce à cet ordinateur, je vais me connecter à l'HoloLens. Donc, c'est pour ça que j'ai précisé au début que l'HoloLens est autonome, mais pour que vous puissiez partager ce que voit l'utilisateur, je vais utiliser un ordinateur et me connecter aux lunettes. Donc, je pense qu'on va pouvoir basculer sur l'ordinateur qui est sur scène. Juste avant, je précise aussi, au-delà du fait qu'on a des usages très différents de la réalité virtuelle, alors, réalité virtuelle, on y croit beaucoup pour ce qui est de Microsoft. On s'est associé avec Oculus et Facebook et on va proposer des expériences autour de la réalité virtuelle, mais pour des usages plutôt grand public sur la console Xbox. Mais donc, on constate qu'il y a à peu près un tiers des utilisateurs de réalité virtuelle qui ont la nausée assez vite quand ils utilisent ces dispositifs. Ça s'est amélioré, c'est-à-dire. Oui, je suis sûr. Parce que les premiers Oculus, moi je me souviens d'un jeu de montagne russe. C'était peut-être fait pour en même temps. Peut-être. Donc la réalité mixte, il n'y a aucun problème, puisqu'encore une fois, on voit essentiellement tout ce qu'il y a autour de nous et les objets s'ajoutent. Voilà, donc vous avez sur votre gauche donc la société Infinity Square qui nous permet de faire cette démonstration, puisque c'est un partenaire très proche de Microsoft qui a donc la chance d'être les premiers à avoir le SDK, donc les lunettes en tant que telles. Et donc je vais me connecter à son flux vidéo en temps réel. Donc je précise parce qu'on parle de futur. On parle de futur, donc le HoloLens ne sera pas disponible en Europe à court terme, il est uniquement aux États-Unis. Et donc vous avez effectivement ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc Jonathan, qui est ici, porte les lunettes HoloLens. Bien sur scène. Il voit tout très bien. Il voit normalement, c'est ça. Il vous voit avec ses lunettes d'ailleurs. Attends, Jonathan, j'ai une coupure du... Parce que alors là, c'est probablement une question de Wi-Fi, c'est tout. Coupez vos téléphones. Attends, je me connecte au flux. Parce que les démos qu'on peut faire, alternativement, on a une caméra un peu lourde qui fait effectivement des images, mais là, c'est directement streamé depuis HoloLens. Donc vous voyez, ça c'est ce que voit... Donc, ce qu'on a fait ce matin, en fait, on a caché quelques hologrammes donc, dans l'environnement physique. Donc, Jonathan, je crois que je t'ai caché... Le stream vidéo est haché, malheureusement.
Donc là, on a au-dessus de vos têtes, vous avez un hologramme que vous pouvez voir. Donc c'est une Terre. Ce qu'on va voir, c'est qu'on peut interagir avec cet hologramme. Donc on interagit avec un clic de souris. Donc la gesture qu'est en train de faire Jonathan, c'est juste une pression avec le pouce et l'index, donc qui permet de donner l'ordre, évidemment aux lunettes, de déclencher l'action. Et donc là, on va pouvoir déplacer. Donc il y a vraiment une gesture et un suivi qui est fait et avec la main et avec aussi les yeux. Et vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, on arrive à traquer ce que l'utilisateur voit. Et ce matin, j'ai entendu un certain nombre de choses sur justement quand on fait de l'apprentissage. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir qu'est-ce que l'utilisateur a vu et comment il l'a vu. Ça a sauté, et quand vous avez, je relance, quand vous avez. Je c'est parti pour sauter toutes les secondes, mais faire, bon, on va essayer de faire face. Jonathan, vous voyez bien, vous Faites-nous envie un peu. Moi, j'ai un mouvement hyper fluide. Je peux déplacer ma tête. Je vois en temps réel ce qui se passe. J'ai une planète au-dessus de vous. Faites attention à la tête en vous levant. J'ai un dinosaure qui est par là. Il y a Pierre qui est en train de piétiner un éléphant. Vous êtes sûr que ça va, Jonathan? Tout va bien. Vous êtes sûr que c'est dans les lunettes? D'accord. J'ai un lion qui est juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Bien sûr. Et j'ai même des applications. J'ai un navigateur qui traîne là-haut et je peux aller sur Internet, même si la conférence est très intéressante. Donc c'est vraiment fluide. Moi, j'ai aucun lag. Là, il y a un petit lag du fait du Wi-Fi et parce qu'on est en train de projeter, enregistrer ce que je vois. Mais moi, j'ai vraiment une interaction naturelle avec. D'accord, très bien. De toute façon, vous allez pouvoir le tester aussi tout à l'heure. Hein, mais alors, est-ce que ça fonctionne, ce qu'on va juste lancer, parce que du coup, on a une application qui est une application de démonstration, donc d'anatomie. Et donc, on pensait que c'était tout à fait adapté à la démonstration d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la lancer. Donc là, ce qu'on a vu, c'est donc d'augmenter la réalité par des hologrammes qu'on a placés, sur lesquels on peut interagir. Et donc là, on va lancer une application immersive où ce que va faire Jonathan, c'est qu'il va se lancer. Ça tourne complètement sous Windows 10, hein, je veux dire, c'est aussi l'interface habituelle qui va bien et qui fait qu'on s'y retrouve assez vite, mais commandé par les yeux et le mouvement. Ah oui, là, on voit. Ah oui, là, c'est pas mal. Ça charge, c'est l'écran de chargement. Là, ça, c'est le logo de chargement. C'est le logo de chargement de l'application, donc c'est l'application qui a choisi de faire ce logo de chargement. On peut faire évidemment tout un tas de choses, puisqu'on on peut le laisser à un endroit pour qu'il charge, il peut suivre l'utilisateur. Et là, ce qu'on demande, c'est qu'on va accrocher l'application à un élément physique, donc on va le poser sur le sol, et on va voir apparaître justement ce personnage pour travailler avec son anatomie. Donc attention, tombez pas, Jonathan, vous êtes très très près du bord là quand même. Je vous le dis. Mais il voit tout, hein, donc je sais, mais enfin je lui dis quand même, il est peut-être distrait. Non mais attention, il y a un squelette juste à votre droite sur le coup. Ah oui. Voilà, donc ça c'est ce que voit Jonathan maintenant, là tout de suite. Et donc n'importe qui serait, vous auriez vous-même un casque, vous verriez exactement la même chose et vous pourriez surtout interagir les uns et les autres autour de ce squelette. C'est impressionnant. Voilà, donc on peut tourner évidemment autour. Là, on voit qu'il est vraiment posé sur le sol, donc il est vraiment à la hauteur de l'utilisateur. Merci à tous d'avoir coupé votre Wi-Fi pour nous donner un peu de bande passante. Ça a l'air reparti là. Et on voit il y a une interaction directe, puisque si Jonathan s'approche très très près, vous allez voir qu'il peut rentrer finalement dans l'hologramme. Donc on pourrait imaginer de rentrer par exemple dans un patient, pour éviter peut-être de le découper tout de suite, pour s'assurer que s'il n'y a pas des éléments qui sont cassés ou peut-être qui sont en dysfonctionnement. Donc ça, toujours dans de la simulation évidemment. L'autre intérêt, comme l'a très bien dit Nicolas, c'est qu'évidemment ça tourne sous Windows 10, donc on va utiliser une façon d'interagir aussi pour l'utilisateur qui est aussi innovante, qui est Cortana, qui est la possibilité de le faire avec la voix. L'assistant vocal. Ouais. Donc l'assistant vocal qui va reconnaître évidemment... Recule encore un peu plus, Jonathan, comme ça on voit tout le champ. Voilà. Et donc là, l'application va demander à l'utilisateur de parler. Donc là, simplement, c'est des mots qui sont simples. Mais sachez qu'on travaille aussi sur des interactions complètement français, puisqu'on a mis à disposition très récemment un service qui s'appelle WIS, qui permet de détecter des intentions sur des voix et donc sur des phrases. Et on va pouvoir du coup ne pas préprogrammer des phrases, mais simplement apprendre au fur et à mesure que l'utilisateur va pouvoir me parler, détecter des intentions et donc du coup évidemment déclencher des actions. Alors ça va être quoi les applications concrètes? Alors si je peux juste pour bien préciser le contexte, parce que c'est important, donc Microsoft est une grande boîte de technologie,
c'est pas un secret, Microsoft a raté la révolution du mobile. Hein. C'est Apple et puis Google et Samsung qui l'ont faite. Donc on s'est investi dans la technologie d'après. Les hologrammes. On peut imaginer demain des lunettes, des lentilles de contact qui utiliseront ces technologies. En tout cas, c'est notre intention. Ouais. Et si vous voulez, toute l'évolution de l'informatique, du mobile, c'est vraiment de rendre l'interface homme-machine toujours plus intuitive, toujours plus forte. Et donc, le fondement de notre action, et Pierre vient de le dire, c'est à la fois de faire des appareils qui sont beaucoup plus proches de l'interaction humaine telle qu'elle est, d'un côté, et d'un autre, de rajouter tout ce que la technologie peut permettre, l'intelligence artificielle. Ouais. Et c'est donc ce qui fait cette démarche. On veut changer de paradigme. On veut aussi, on a annoncé beaucoup de choses, mais ça c'est plus pour le journaliste, mais les chatbots font partie de cette démarche. Donc c'est vraiment... Il y a eu des petits ratés au début d'ailleurs. Hein. Oui, mais parce qu'on expérimente. Non, mais c'est aussi important de voir. Il y a un nouveau Microsoft avec un nouveau PDG qui change vraiment énormément les choses. Et on a l'objectif de tester. C'est pour ça aussi que comprenez bien qu'HoloLens c'est une technologie d'avenir. Il faudra encore quelques années pour qu'elle soit véritablement au niveau de finition que l'on souhaite. Et pour répondre à votre question, la vérité c'est qu'on fera des expériences de toute nature. On a des tas de projets. Donc on en a fait avec des gens du bâtiment, des gens du monde de l'automobile. On a avec la NASA, on a un scénario assez emblématique d'exploration de Mars. Ouais. On fait des choses avec le monde du jeu vidéo. Nous-mêmes, on est propriétaire de Minecraft, qui est un jeu populaire. Donc on a fait une version de Minecraft en HoloLens qui est extraordinaire. Mais là, j'imagine, parce que vous, en plus, pour les gens qui ne connaissent pas Nicolas Ghosn, c'est un des grands créateurs de jeux historiques en France quand même. Mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi rejoint Microsoft, c'est que imaginez qu'on vous propose d'être au début de l'iPhone quelques années avant ou au début du Macintosh quelques années avant, pour prendre les deux exemples d'Apple. Et c'est vrai que diriger la division qui est en charge de l'innovation et de tout l'écosystème développeur, éditeur, partenariat face à HoloLens, c'est une des vraies raisons pour lesquelles j'ai rejoint Microsoft. Absolument. Ouais, absolument. Et alors pour le coup, les applications là, auxquelles vous réfléchissez pour HoloLens, dans un premier temps, elles seront plutôt professionnelles ? Oui, alors vraiment professionnel, parce qu'on pense que c'est ce qui peut permettre d'avoir d'abord des usages beaucoup plus intenses, plus en profondeur, et puis en même temps d'aller dans des scénarios et des variétés extrêmement fortes. Donc on est vraiment dans ce dispositif. Il faut être aussi honnête, comme on fabrique pas énormément de ces appareils, on a l'intention de faire en sorte qu'ils aient un usage le plus probant possible. On a déjà une idée du prix que ça coûtera ? Oui, mais je ne veux pas en parler, puisque c'est vraiment encore aujourd'hui dans des diffusions extrêmement... ce sera en milliers d'euros, pour avoir une fourchette, ce sera pas un produit grand public. Le kit de développement est en milliers d'euros. En milliers d'euros pour le kit, d'accord, ça marche. Alors, et pour le coup, pour revenir à Samsung, vous, les outils que vous développez sur la réalité virtuelle, le Gear VR notamment, c'est plutôt un outil grand public aujourd'hui, avec des usages professionnels à côté, mais ça reste un outil grand public d'abord. Oui, c'est un outil de masse, donc avec des niveaux de prix qui sont justement à destination du plus grand nombre. Idem pour la Gear 360, donc c'est vraiment sur des usages grand public et qu'on va adapter à l'environnement professionnel. C'est ça. On avait une vidéo, je crois d'ailleurs, de Samsung du Gear VR. Est-ce qu'on peut la lancer ? On va terminer avec la vidéo HoloLens. Je crois qu'on a bien vu à quoi ça ressemblait. C'était vraiment. Merci beaucoup, Jonathan, de t'être prêté au jeu. Et vraiment, j'espère que vous avez été bluffés. C'est vraiment très spectaculaire, très spectaculaire. Et donc c'est bien, on a pu voir la démonstration en réel après la petite vidéo et c'est conforme, donc c'est pas mal. On a la vidéo du Gear VR. Et on a la Gear VR avec la 360 si vous voulez simuler, parce que c'est une application qui a été développée donc, sur la Gear VR en partenariat avec une université en Suisse. Où donc c'est de la chirurgie esthétique, hein, c'est-à-dire que la patiente met la Gear VR, elle choisit le type de poitrine qu'elle souhaiterait avoir, et elle se voit en temps réel. Elle se voit en temps réel avec sa poitrine, et donc elle comme ça elle peut anticiper. Et c'est pas, là on n'est pas dans de la prospective, hein, donc c'est une application qui existe et qui est utilisée au quotidien. Voilà. Donc on l'a fait essayer, alors c'est rigolo ce qu'on l'a fait essayer à des hommes, c'était assez impressionnant. C'est la surenchère, on a vu HoloLens, c'était spectaculaire, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux ? Voilà, donc ça fonctionne et aujourd'hui c'est utilisé au quotidien justement pour la simulation de poitrine. Voilà. On peut se regarder dans la glace aussi avec. Hein. Ouais, c'est intéressant, mais je vous engage à tester le Gear VR tout à l'heure. Elle est là, donc vous pouvez la tester. Il y a vraiment des applications très sympas au-delà de celle-ci. Il y a plein de. Si vous n'êtes jamais vu avec un sens 5D, voilà, ça peut être un usage.
Parfait, merci messieurs. Alors je voulais qu'on garde du temps pour parler d'un autre aspect dans le futur de la simulation numérique en santé, et de la santé en général d'ailleurs, c'est l'intelligence artificielle. On est ravis que vous soyez avec nous, Clément Gers. Donc je rappelle. Je également. Mais merci d'être venu. Je rappelle, donc vous êtes médecin-chercheur. Vous êtes aussi cofondateur d'une start-up qui s'appelle Aquielf, c'est ça? Quasiment, c'est une association, j'ai également une start-up, mais c'est une association de promotion de la e-santé en Aquitaine. Très bien. Sur justement le potentiel de l'intelligence artificielle. Alors on a tous entendu parler de Watson, enfin je pense, qui est cet ordinateur qui a été mis au point par IBM, qui a d'abord vaincu l'homme à Jeopardy, question pour un champion américain, ce qui était déjà un exploit, et puis ensuite qui a été utilisé notamment dans les hôpitaux américains pour servir de bras droit aux médecins. On lui fait ingurgiter de la littérature médicale et puis il est capable d'aider le médecin à poser un diagnostic. Je simplifie, mais en gros c'est ça. On a un potentiel quand même qui est énorme, parce qu'on parlait de simulation numérique en santé. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire le côté, j'allais dire, humain, le côté naturel des échanges. Et c'est ça, en fait, que l'intelligence artificielle va permettre. Alors, notamment. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un petit peu un mot valise. Il y a plein de technologies qui sont derrière. Donc là, si on se concentre sur la simulation, parce que c'est le cœur du propos d'aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses très techniques. On a vu HoloLens, on a vu la réalité virtuelle. On voit très bien comment ça va interagir avec la simulation, mais on a moins parlé de la génération du contenu. Parce que tout ça c'est très bien, mais s'il n'y a pas de contenu médical derrière qui évolue, on va se retrouver un petit peu bête. On l'a dit également tout à l'heure, par exemple, je pense à l'oncologie. Quand vous créez un cas clinique, potentiellement 18 mois plus tard, il est plus à jour, il est plus réel. Donc comment on peut faire, notamment avec des technologies, vous l'avez dit avec Watson, qui est capable de prendre toute la littérature scientifique et en extraire des données. On est capable aujourd'hui, on va être encore meilleur sur les prochaines années, de générer du contenu, des cas cliniques, on va dire de manière semi-automatisée. Peut-être pas encore automatisée, et ainsi d'avoir vraiment quelque chose de plus immersif. Parce que aujourd'hui, l'étudiant en médecine, il arrive, il fait un cas clinique, il en fait un deuxième. S'il revient sur la plateforme 2 jours plus tard et qu'il n'y a pas d'autres cas cliniques, et si c'est le même, et si c'est exactement le même cheminement, je ne pense pas qu'il va avoir l'impression que ça colle véritablement avec les situations hospitalières. C'est comme dans un jeu vidéo où on recommencerait le même niveau en permanence. Le milieu hospitalier, par définition, on est dans l'imprévu constant. On apprend plein de choses sur papier, on fait des cas cliniques, mais ça ne se passe jamais comme ça dans la réalité. Et donc c'est là où l'intelligence artificielle, en étant adaptable et en mettant une notion de variabilité dans ces scénarios, va pouvoir vraiment renforcer le côté immersif. Donc on va avoir un patient ultra réaliste en fait, qui va réagir comme un vrai être humain, de façon différente à chaque fois qu'on lancera un cas clinique. Tout à fait, on peut l'imaginer, il y aura 2 choses. Donc déjà, on pourra interagir avec lui au moyen de la voix, ce qui est très, très important parce que tant qu'on restera dans des systèmes de QCM, on influe sur la décision de l'étudiant ou du médecin parce qu'on lui propose une liste de choix. Donc c'est très important de pouvoir lui permettre de s'exprimer à l'oral et de traiter ce qu'il dit et d'analyser. Mais également, effectivement, on aura une variabilité. C'est-à-dire que sur un même cas clinique, on peut imaginer que même s'il le fait 2 fois, ce ne sera pas exactement la même chose. C'est ça. Et alors, c'est intéressant là, ce que vous dites sur la voix et sur le traitement du langage, parce que c'est un des grands débouchés, on va dire, de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a beaucoup d'expériences qui sont menées en ce moment. Alors, pas seulement sur la voix, mais même sur le traitement naturel du langage, la compréhension du langage. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on peut imaginer, à quelle échéance on peut imaginer un robot ou un logiciel qui serait capable de répondre exactement comme le ferait un être humain quand on lui parle de façon naturelle? Alors je pense qu'il faut plutôt demander à Google et à Microsoft. Mais non, mais c'est vrai que IBM à Watson, on a Cortana Analytics qui a la même puissance, et on a effectivement avec les chatbots qu'on a lancés maintenant il y a un mois, absolument cette capacité dès maintenant. Qui est une grosse tendance. Facebook a lancé aussi des chatbots. Alors Microsoft disait tout à l'heure que ça s'était pas très bien passé. Est-ce qu'il faut raconter quand même l'anecdote? Non, il y a 2 choses. Nous, on a lancé une plateforme pour faire des chatbots qui repose sur l'intelligence artificielle de Cortana. C'est une plateforme de développement qui peut après faire des bots sur n'importe quelle plateforme, Facebook compris. Slack, là j'ai peut-être un peu trop technique, Skype pour nous, mais en tout cas, quel que soit et Facebook, etc. Après, nous, on fait des expériences constantes sur les bots qui sont parallèles à ce
cette plateforme de développement. Et on a lancé un bot, effectivement, d'adolescentes tweetant. Et il y a eu une campagne de ce qu'on appelle les trollers qui ont organisé une manipulation du bot pour qu'il finisse par dire des horreurs et on l'a débranché. Ah mais oui. objectivement, au bout de 24 heures, c'était un bot devenu. Cette adolescente de 15 ans est devenue raciste. Puisqu'en fait, elle se nourrissait des tweets qu'elle suivait et elle réagissait à la réaction des tweets. Et donc, il y a des centaines de gens qui sont coordonnés pour manipuler le bot. Et en soi, c'est très intéressant, parce que c'est aussi très intéressant, mais il y a sans doute des gens qui, dans la salle, s'intéressent au sujet, sur justement ce que sont les réseaux sociaux, l'image qu'on y projette, la façon dont on se comporte dans des univers virtuels par rapport à l'univers réel. Je pense que c'est un sujet d'ailleurs, que peut-être vous pourriez aborder une prochaine édition de votre événement, mais fondamentalement, ça nous a appris beaucoup sur la façon dont justement l'intelligence artificielle, l'être humain, allait interagir. Voilà, donc on a appris beaucoup, on a débranché parce que elle disait effectivement des horreurs, mais en tout cas, ça nous a permis de progresser dans notre parcours. Mais c'est intéressant cette question du traitement du langage, parce qu'évidemment, dans la simulation numérique en santé, il y a un point qui est très important, c'est l'interrogatoire du patient. Comment est-ce qu'on interagit avec lui? Comment est-ce qu'on peut poser un diagnostic ensuite? Et il faut que le patient puisse répondre de façon naturelle, la plus naturelle possible, et qu'on puisse lui parler de façon très naturelle et qu'il comprenne. Donc là, aujourd'hui, on en est à un point où vraiment, il y a cette fluidité dans le dialogue, ou est-ce qu'il va encore falloir attendre quelques années? Je pense qu'il va falloir encore attendre quelques années. On va être capable de le faire sur les 5 prochaines années de mieux en mieux. Ouais. Là, pour le coup, sur les cas cliniques qu'on a vus aujourd'hui, on n'est pas sur ce genre de choses. On est vraiment des choses encore très codifiées avec des arbres de décision scriptés. Donc on peut imaginer quand même que dans quelques années, on ait ce genre d'outils. Et pourquoi pas, alors demain, on parlait des mannequins qu'on utilise aujourd'hui en formation, on pourrait carrément avoir des robots qui pourraient répondre. Si on se projette vraiment là dans on a dit qu'on essayait de faire rêver un petit peu et de titiller l'imagination dans, je sais pas, 10, 20 ans, 30 ans, d'avoir des robots qui pourraient interagir de façon extrêmement naturelle. C'est vrai que quand on parle d'intelligence artificielle, on va souvent sur la robotique. C'est marrant que vous disiez ça parce que j'en profite, une toute petite pub, j'organise un événement fin octobre à Bordeaux, le plus grand hackathon santé d'Europe, et les deux thèmes, c'est intelligence artificielle et robotique. Donc on est en plein dedans. Les deux sont... Et alors effectivement, oui, sur les robots, donc là, moi j'ai moins de visibilité, c'est moins mon domaine de compétence sur là où on en est. Mais effectivement, c'est sûr, on va y venir. C'est-à-dire qu'une fois que ces mannequins qui sont déjà en place, on pourra les équiper d'une intelligence artificielle. Alors là, on passe encore sur une échelle au-dessus au niveau de l'immersion. Alors, on va finir avec ça et on va faire un tour de table, parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire que si ces intelligences artificielles sont en train de devenir de plus en plus intelligentes. Certains disent qu'ils vont dépasser même l'intelligence humaine. C'est possible ça d'ailleurs. Je vois Elon Musk, Stephen Hawking qui nous prédisent des scénarios à la Terminator, qui nous disent attention, il faut réguler tout ça parce que l'intelligence artificielle avec ce qu'on appelle le machine learning, donc le fait que les machines apprennent d'elles-mêmes, elles vont nous dépasser. C'est un scénario plausible ça ? Oui, tout à fait. Sinon Stephen Hawking et Elon Musk ne le diraient pas. Là, à mon avis, on sort du sujet de la simulation. On est plus sur vraiment des dangers informatiques. En 2 mots, pour un peu démystifier tout ça, quand ils ont peur surtout qu'on crée vraiment des programmes qui s'auto-améliorent eux-mêmes et qu'on rentre dans une espèce de boucle infinie où un programme échapperait de manière à la Terminator. Voilà. Non, c'est pas vraiment la Terminator, c'est parce que il n'aurait pas la volonté de détruire les humains, mais dans sa programmation, en fait, ce serait une conséquence. D'accord. Mais alors, vous allez voir pourquoi j'en reviens à la santé, parce que si on a ces intelligences artificielles qui sont capables potentiellement de nous dépasser, la question que je me pose, c'est très bien la simulation numérique, mais est-ce qu'on aura encore besoin de médecins demain? Voilà, on va finir avec ça quand même. En un mot, et puis après en 2 phrases, oui. Je vais reprendre un parallèle qui a été évoqué plusieurs fois ce matin, j'ai trouvé très intéressant, c'est celui de l'aéronautique. À l'heure actuelle, on est capable de faire un vol sans pilote, c'est-à-dire vous faites décoller l'avion, vous le faites atterrir. Pourtant, on met encore des pilotes dans l'avion, et est-ce que vous prendriez un avion sans pilote? Je ne suis pas sûr. Non, ouais. Je pense que la médecine, dans le futur, les médecins vont prendre ce rôle de pilote. Ils seront de plus en plus assistés dans leurs décisions, dans leurs prescriptions, par des systèmes intelligents qui leur apporteront de l'information, mais le médecin, et c'est très important, restera toujours décisionnaire, ce sera à lui de prendre les décisions, il sera simplement guidé. Parfait. Un petit tour de table sur cette question, pour un mot pour terminer. On aura besoin des médecins. Je ne veux pas faire preuve de scientisme. Je suis en rien spécialiste de la santé, mais en tant que patient, je peux oui, répondre positivement à ce que tu as dit. Je pense que l'idée, en tout cas dans ce que je peut voir des évolutions des technologies, c'est malgré tout effectivement
En fait, on est dans un monde dans lequel tous les trésors sont disponibles. Au fond, on peut trouver n'importe quel élément d'information, n'importe quelle réponse. Et ce qui devient précieux, c'est la carte au trésor. Pas le trésor, quand il est partout, c'est la carte au trésor. Et le carte au trésor, c'est le médecin, c'est son diagnostic, c'est son analyse. C'est comment on exploite, comment on tire la substantifique moelle de toutes ces données et de toutes ces informations numériques. Moi, je dirais, du coup, ça serait peut-être, en fait, on aura des médecins augmentés, puisque justement, en leur amenant justement cette source d'information toujours plus proche d'eux, avec mieux synthétisée, justement, avec une précision qui sera peut-être plus rapide, et surtout qui sera peut-être plus précise. Et c'est ça que l'aboutissement de ces data. C'est ça. Carlos Gem, pour terminer. L'objectif final, c'est de faire ce qu'on appelle de la médecine personnalisée, c'est-à-dire d'avoir l'ensemble des informations au bon endroit, au bon moment, concernant le bon patient. Donc ça veut dire que de toute façon, vu la masse d'informations disponibles sur un patient, un humain normalement constitué ne pourra pas la traiter. Donc il sera obligé d'être accompagné. Bon, ça va. Tous les médecins dans la salle sont rassurés. Non, ils n'étaient pas inquiets, je me doutais un peu que vous alliez répondre à ça. Mais on va avoir une autre réponse d'ailleurs. Avant, restez là, mais on peut applaudir nos intervenants. C'était passionnant.